À l'aune de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont impacté le secteur du grand âge. Alors qu'en sera-t-il pour l'avenir? Quel levier pour garantir la pérennité d'un modèle qui va devenir encore plus indispensable compte tenu des projections démographiques? Nos intervenants nous rejoignent: Jean-Christophe Amarantinis, Luc Broussy, Élodie Emery, Christine Schibler et Marc Bourquin. Luc Broussy, président du think tank Matière Grise, président de la Silver Echo. Bienvenue Luc. À côté de vous, pas loin en tout cas, Christine Schibler, déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Bienvenue. Jean-Christophe est avec nous. Marc Bourquin, conseiller stratégique de la Fédération hospitalière de France. Et puis enfin, Élodie Emery, directrice autonomie et coordination des parcours de vie à la FEAP. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Christophe ? Il y a un genre d'écho, je transmets l'info. Là, moi, directement, tout de suite, je ne peux pas y faire grand-chose, mais on va prendre ça en charge. Bien. Si vous entendez, ce sera le principal. Tout à l'heure, nous rejoindra notre grand témoin, Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale. Marc Bourquin, prenez le micro, s'il vous plaît. Quelle est la situation des EHPAD publics en 2024 ? Bonjour à toutes et tous, elle est évidemment excellente, comme vous le savez. On est dans une situation qui est, je crois que le mot a été prononcé par le président de la FHF lors du congrès Santexpo, elle est dramatique. Elle est dramatique puisque approchez votre micro, s'il vous plaît. En 2 ans, on est passé d'une situation où les établissements publics étaient dans une situation équilibrée, tendue mais équilibrée, à une situation où est apparu un déséquilibre financier massif. Les causes de ce phénomène, on les connaît d'ailleurs, on a fait une enquête, on n'est pas les seuls, mais on a fait une enquête sur à peu près 800 établissements publics qui a été repris assez fortement. On a eu même la joie de voir que Fun Radio en a parlé. Comme quoi, on peut parler des EHPAD, y compris dans des radios qui ne sont pas a priori spécialisées dans le grand âge. Mais bon, au-delà de l'anecdote, ce déficit, quand on dit 800 millions d'euros, ça peut paraître un chiffre à la fois énorme et qui ne parle pas, mais ça veut dire quand même que les établissements sont avec un déséquilibre qui représente 5 à 10% de leurs ressources. Donc c'est un déséquilibre qui met en jeu leur, si on faisait une métaphore médicale, leur pronostic vital. Pourquoi on est dans cette situation? Ça a été un tout petit peu évoqué dans la table ronde précédente. Tout simplement parce qu'il y a eu, et dans le discours du président Amarantinis, il y a eu un effet de ciseau massif entre une explosion des coûts, je n'ai pas besoin de développer, et des tarifs qui n'ont pas du tout suivi. Et je rappelle que les tarifs des établissements publics sont intégralement fixés, pour le moment en tout cas, y compris sur l'hébergement, par les autorités départementales. Et donc voilà, la situation, elle est très sérieuse. Il faut aussi reconnaître que ces interpellations que nous avons eu l'occasion de faire, il y a eu quand même une réaction des pouvoirs publics, puisque le fonds d'urgence budgétaire a apporté une évolution tarifaire plus favorable, même si on est en train de voir sur le terrain que les tarifs évoluent pas tout à fait comme nous l'espérions. Là, je parle du forfait. Oui, parce qu'il y a eu aussi le fonds d'urgence. Mais nous demandons également que les départements, et certains l'ont fait, revoient leurs tarifs à la hausse de manière à ce qu'on puisse commencer à sortir la tête de l'eau. Mais les vrais sujets, et pour répondre totalement à votre question, et puis je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, ce problème du déficit, nous, notre inquiétude, c'est qu'il nous empêche de faire ce qui est fondamental, c'est de transformer l'offre. Et ça a été évoqué à la table ronde précédente. Il faut que les EHPAD deviennent demain des plateformes de services qui sont à l'écoute
de leur territoire, qui lui apportent des services. Mais pour ça, il faut sortir de cette situation de déficit pour pouvoir regarder l'avenir et investir. Une question sur ce qu'on a abordé avec M. Richoux dans la première table ronde. Faut-il, selon vous, généraliser la fusion des forfaits soins et dépendance? Je fais une réponse très simple. Oui, nous y sommes très favorables. Si on veut simplifier, il ne faut pas complexifier sur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire que le risque que nous avons aujourd'hui, en passant par une expérimentation qui durera 4 ans, puis qu'on évaluera des territoires avec, des territoires sans, c'est que oui, on va avoir, et on s'en félicite, dès 2025, 23 départements. Et encore une fois, moi je remercie, je suis vraiment content que beaucoup de départements aient avancé sur cette simplification. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on le généralise le plus rapidement possible pour simplifier la gouvernance, pour simplifier les financements, et puis pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes, les créations de postes et la logique de prévention qui doit être au cœur de nos préoccupations dans l'avenir, si on veut gagner des années de qualité de vie, y compris dans les EHPAD, qui sont, et ça a été dit, des lieux où on soigne, mais qui sont des lieux de vie, et qui doivent l'être de plus en plus. Et pour simplifier, pour aller dans ce sens-là, oui, il faut généraliser cette fusion soins-indépendance. Alors, bon, évidemment, tout le monde n'est pas dans la même situation. Les difficultés du secteur commercial ne sont pas celles du secteur public ou du secteur associatif. Élodie Emery, qu'en est-il de votre situation pour le secteur associatif? Alors pour les établissements privés solidaires, c'est en 2023 77% des établissements et services qui étaient déficitaires, ce qui est une situation inédite, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Alors assez bien documenté et explicité par suite Covid, suite Orpea, surtout l'inflation et le manque de financement intégral des revalorisations salariales. Donc pour 2024, plus de 80% des établissements et services se projettent dans une situation de déficit, ce qui est problématique puisque, contrairement à, on aura peut-être un débat, mais contrairement à des structures publiques, les établissements privés solidaires sont mortels et garantissent une offre accessible sur l'ensemble du territoire. Et donc, effectivement, on a des vrais risques de cessation d'activité en 2025-2026. La déshabilitation partielle, les conventions d'aide sociale, sont-elles la solution ou une solution? C'est une solution, en fait, sur les EHPAD. Le secteur privé non lucratif représente 29% de l'offre et 80% des places habilitées à l'aide sociale. Donc ça fait environ plus de 82 000 places. Et en fait, le taux d'évolution sur la période 2019-2023, ce taux d'évolution sur les places habilitées à l'aide sociale n'a évolué que de 8,5%, quand l'inflation était quasiment à 14%. Donc on voit un décrochage de 5 points. Donc effectivement, en permettant de libérer et cette marge de manœuvre, ça redonne un peu d'air et de souffle aux gestionnaires. Pour autant, nous sommes les acteurs clés de la solidarité, de l'accès aux soins pour tous, l'accès à l'offre d'hébergement pour tous sur les territoires. Donc ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique autonomie. Les EHPAD habilités HAS peuvent maintenant moduler leurs tarifs. Est-ce que ce sera suffisant? C'est un peu ce que je viens de dire. Après, c'est un outil par rapport à l'ensemble, mais le modèle économique est totalement vêtu. Je crois que ça a été largement dit et par Marc et par les intervenants de la table ronde auparavant. Le modèle économique a vécu. Ça fait maintenant plus de 20 ans que des rapports proposent des solutions. Donc là, on a des pistes très concrètes avec la fusion des sections soins indépendantes, avec la déshabilitation partielle. Plus globalement, nous aurons des propositions à faire dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécu pour 2025. Jean-Christophe, parlons à présent de la situation du secteur privé. Qu'en est-il? État des lieux rapide. Pardon? État des lieux rapide. État des lieux. Donc, écoutez, déjà, mes collègues et confrères ont déjà dressé un état des lieux auquel on ne peut que s'associer, puisque vous avez bien compris que on est également en grande difficulté. Je serais moins virulent que mon ami, le président de l'Union patronale tout à l'heure, mais bon, voilà, on a quand même d'énormes difficultés parce que on a une succession de crises qui nous ont percutés, notamment la crise de confiance,
D'ailleurs, j'adresse un message, encore une fois, à Jean-Benoît Dujol, de la DGCS. Les rapports de contrôle, Jean-Benoît, vous le savez, on attend qu'ils soient enfin publiés. Il faut que la population française sache que 70% des établissements commerciaux ont été enfin contrôlés, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur, qu'il n'y a pas de fermeture administrative et que tout se passe dans le meilleur des mondes dans ce type d'établissement. Donc pour répondre à ta question, Christophe, on est satisfait, on est inquiet mais satisfait. Inquiet parce que nos résultats ne sont pas au beau fixe, mais satisfait et optimiste parce que l'activité a bien redémarré, notre activité, notre taux d'occupation ont redémarré depuis la fin de l'année 2023, la tendance se poursuit et donc ce qui veut dire que les résidents recommencent à fréquenter massivement nos établissements, les familles nous font confiance, les parties prenantes nous font confiance, donc on est relativement satisfait. Il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, les tarifs administrés, que sont les tarifs dépendance et les tarifs soins, ne sont pas suffisamment revalorisés, même si un effort significatif a été fait cette année, puisque la revalorisation des dotations soins a été de 3%, c'est un effort inédit, mais ce n'est pas suffisant, parce que ça fait 3 ans que nous sommes confrontés à l'effet ciseau, et que cet effet ciseau, en clair, ça veut dire que les charges augmente beaucoup plus vite que les recettes, et donc il y a un déport de cet effet ciseau, un déport de ce différentiel de charges qui est malheureusement impacté sur les résidents, et on estime que en fait, la puissance publique, les collectivités territoriales, via les tarifs départementaux, enfin les tarifs dépendance et les tarifs soins, ne font pas le boulot qu'elle devrait faire d'un point de vue financier, et c'est bien pour ça que cet effet ciseau continue à perdurer et qu'il y a un déport sur les résidents. Donc nous, on fait un appel solennel à nos futurs gouvernants, si tant est que ça change, pour que, enfin, chacun prenne ses responsabilités et que la tarification soit effectuée à la réalité des charges qui pèsent sur les différentes sections. Voilà. Donc notamment les sections dépendance et soins. Merci. Christine Schibler, la situation est-elle meilleure dans le secteur sanitaire ? Alors, on a exactement la même situation que dans le secteur médico-social, et d'ailleurs, on est unis par cela, en fait. On est unis par une double peine, finalement, une double difficulté, qui relève pour une d'entre elles, peut-être du contexte et encore, celle qui est financière et inflation, et pour l'autre qui est ressources humaines, formation et emploi, que c'est plus du contexte, c'est de l'obstination, de refus du gouvernement de bien vouloir avancer sur ce sujet-là. Alors on est unis avec des mêmes résultats, puisque mes collègues parlaient de situations financières très compliquées des établissements de leur fédération. Pour nous, au niveau des établissements d'hospitalisation privée, donc on est passé de 20 à 40% d'établissements en déficit en 2 ans, entre 21 et 23, donc c'est quand même tout à fait considérable. Et les perspectives pour l'année 2024, c'est 60% d'établissements en déficit. Donc on a la tristesse, je dirais, de partager ce résultat. Et puis, bien sûr, de partager les difficultés en termes de ressources humaines, puisque ça fait des années qu'on réclame tous, et souvent, la plupart du temps, ensemble, qu'il y ait un vrai choc de formation et une augmentation des formations pour qu'on puisse avoir les équipes dont on a besoin. Et là, je dois dire que ça relève de, je ne sais pas, du déni ou quelque chose comme ça, mais nous n'y arrivons pas. Alors sur la question financière, le sujet et ce qui nous unit et ce pourquoi on milite, et à peu près de la même façon, peut-être avec des mots quelquefois un peu différents, mais dans toutes les fédérations, c'est pour un protocole de pluriannualité, une indexation à l'inflation, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a une inflation. Or, en fait, l'ONDAM, établissement de santé tel qu'il a été voté et tel qu'il est projeté en pluriannuel, ne permet pas de faire face à cette situation. Donc, on est tous en demande d'une indexation à l'inflation et puis d'un protocole pluriannuel, d'une loi de programmation pluriannuelle. Pour plus de visibilité, de lisibilité. Exactement, parce qu'en fait, les établissements, ils ont deux types d'échéances auxquelles ils doivent faire face. Un, premièrement, pouvoir survivre et exploiter
les établissements immédiatement, donc avoir les ressources dont ils ont besoin pour couvrir leurs charges. Donc ça paraît basique, mais quand vous avez des inflations qui tournent autour de 5-6%, je veux dire, ça devient beaucoup plus compliqué que dans des périodes sans inflation. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une visibilité pluriannuelle, parce que quand on est un opérateur privé, mais même dans le public, ils ont quand même aussi le même souci, on s'assure que le projet qu'on va lancer puisse s'inscrire durablement dans le paysage avec des financements et un engagement qui soit pérenne. Donc on a besoin de savoir de quelle façon on sera piloté dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors aujourd'hui, on est plutôt à 15 jours, mais bon, voilà. Donc il faudra qu'on puisse avoir cette vision pluriannuelle pour sécuriser et puis aussi donner de la confiance. Je crois que c'est ça aussi, c'est donner de la confiance aux acteurs et aux investisseurs dans nos secteurs. Bien, alors Luc Broussy, vous avez beaucoup travaillé sur les EHPAD du futur, notamment avec votre rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement. Est-ce qu'on peut revenir sur les enjeux de demain? Quels sont-ils? Bonjour à tous. Moi, je crois qu'il y a d'abord, aujourd'hui, à l'instant T, et ce n'était pas le cas il y a 5, 10, 15 ans, une triple crise. Une crise d'abord de confiance, une crise de légitimité et puis une crise économique. La crise de confiance, vous le voyez bien, c'est que les affaires récentes ont montré une rupture entre l'opinion publique et le secteur des EHPAD. La crise de confiance, elle est aussi, d'une certaine manière, on l'a vu tout à l'heure, dans la relation avec les pouvoirs publics. Pour avoir, c'était ici, il y a 23 ans, au Parc Chanot, au moment de la création du CINERPA, on était dans le démarrage des conventions tripartites, de la réforme de la tarification. Et moi, je crois qu'on a perdu quand même, d'une manière ou d'une autre, et c'est la faute à personne et à tout le monde, ce vrai lien contractuel qu'il y avait avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on est à nouveau, pour plein de raisons, dans un climat un peu de méfiance, de défiance. Voilà. Il faut rétablir ce pacte de confiance entre les pouvoirs publics et les professionnels, qu'on se fasse confiance les uns les autres. C'est beaucoup moins le cas, paradoxalement, qu'il y a 20 ans. La crise de légitimité, elle est plus grave, parce qu'elle interroge le modèle même de l'EHPAD. Il y a une forme d'EHPADophobie en France. J'étais hier dans un colloque sur l'habitat inclusif, Small is Beautiful, tout sauf l'EHPAD. Voilà, on invente un certain nombre de formules pour s'opposer à l'EHPAD. Je ne veux pas aller à l'EHPAD. Pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas que politiques, elles sont aussi sociologiques. On l'a dit 10 fois, notamment dans les rapports qu'on a pu éditer avec Matière Grise, c'est que la génération qui arrive est la génération des baby-boomers nés en 45, qui avaient 20 ans dans les années 60, et qui ne voudra pas suivre le même chemin que ses parents. Donc ils seront beaucoup plus méfiants, vous le voyez déjà, puisque c'est les familles que vous avez déjà dans vos établissements. Ils ont été biberonnés à la liberté, à l'autonomie, au féminisme, au consumérisme, et tout ça on le retrouve maintenant. Et donc, un vieux normalement constitué de 75 ans, évidemment qu'il n'a pas envie d'aller en EHPAD. Donc c'est le rôle même dans notre écosystème de l'EHPAD et de ce qu'il représente dans la société qui doit être remis en cause. Et à l'intérieur, il y a un sous-sujet, c'est l'EHPAD, si en plus il est commercial. Bon. Parce que non seulement il fait un sale boulot, mais en plus il gagne de l'argent pour ça. Bon. Donc là, il y a une crise de légitimité de l'EHPAD commune au secteur public associatif commercial, avec une sous-question sur le secteur commercial et sa légitimité, mais on pourra y revenir, à exercer dans ce secteur. Et puis la crise économique et financière, elle est double là aussi. Une crise d'investissement, vous le voyez bien, elle frappe le secteur public de plein fouet. Ce n'est pas les subsides de la CNSA, aussi importants soient-ils, qui permettront évidemment. Moi je me rappelle quand dans une vie antérieure j'étais vice-président de département, on arrivait à subventionner avec la région 15, 20, 25% de la construction d'un établissement. C'est fini ça. Bon. Donc du côté du secteur public, il y a une crise de l'investissement, et du côté du secteur privé, on le voit depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans en tout cas, eh bien c'est de plus en plus compliqué de suivre le cycle je m'endette, je construis, je rembourse, je m'endette, je construis, je rembourse, parce que maintenant je rembourse plus et voilà, et donc je construis moins. Donc on voit qu'il y a une crise de l'investissement qui frappe tout autant le secteur privé que le secteur public. Par rapport à ces 3 crises, moi je constate 4 éléments que je veux vous mettre à l'esprit. Du côté des pouvoirs publics, d'abord la procrastination, pas besoin d'y revenir. Loi grand âge, loi grand âge, loi grand âge, loi grand âge, c'est Pierre et Leloup, il n'y aura pas de loi grand âge, incapacité de penser un outil global. Donc, on le voit bien d'ailleurs dans cette campagne, la question de la vieillesse est totalement absente. Deuxième chose, l'expérimentationnite. Il n'y a plus une réforme qui se fait
sans qu'on se croie obligé de l'expérimenter avant pendant des années. La réforme de la tarification, 6 000 établissements ont basculé du jour au lendemain, on ne leur a pas demandé leur avis, sur les conventions tripartites dans l'espace de 3-4 ans. Là, on veut faire des CRT, oui, bon, on va en faire 500 et on verra en 2028. Le SPTA, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, le service public départemental de l'autonomie, on va en faire un petit 18, je crois, aujourd'hui, et puis on verra plus tard. La fusion soins dépendance, on pourra y revenir, les 23 départements et le reste, on verra. Donc, vous voyez, c'est un peu, on met un doigt dans l'eau, on voit si ça peut marcher ou pas, mais du coup, tout ça est émollient. Ça crée une ambiance où on ne sait pas où on va. Voilà, il y a des départements qui avancent, d'autres pas, des établissements qui ont le bonheur ou le malheur de se retrouver dans un département qui ne bouge ou pas. Donc, cette expérimentation à tout crin devient aussi un élément d'illisibilité des politiques publiques. La myopie, c'est le troisième phénomène, évidemment. Incapacité de se projeter. Il faut aujourd'hui absolument qu'on se pose 2 secondes et qu'on se dise 2025-2035, ça ne coûte pas 1 euro de faire ça, de se poser autour d'une table et de se dire c'est quoi l'avenir. L'établissement de 2032, il commence à se penser maintenant. Qu'est-ce qu'on veut comme offre, comme type d'offre, comme type d'EHPAD ou pas? Quel équilibre entre domicile, habitat intermédiaire, EHPAD? Où faudra-t-il créer des établissements? Quel équilibre entre urbain, périurbain, semi-rural, rural? Toutes ces questions de prévision, aucune instance aujourd'hui n'est chargée de cela. Et puis dernière question, au-delà des 3 premiers critères, c'est les intermittents du spectacle. J'étais avec Laurent Guillot qui me rappelait que depuis qu'il est arrivé chez Emeis, il y a donc très peu de temps, il a connu Véran, Bourguignon, Braun, Firmin, Rousseau, Valtou. 6 ministres de la Santé en 2 ans. Comment voulez-vous avoir une politique publique qui se tienne quand il y a une telle volatilité des décideurs publics? Voilà. Et donc, je termine sur 3 sujets. 1, la nécessité, mais peut-être pouvez-vous le faire vous-même d'ailleurs, au lieu de parler pendant que je parle, Marc Bourquin et après tout, si les pouvoirs publics ne le font pas... Trouvez ça trop long, Marc? Il faut qu'il abrège un peu. Mettez-vous autour d'une table et essayez de le faire vous-même. Et puis les pouvoirs publics suivront. C'est quoi les besoins dans les 10 ans? Les besoins d'investissement, les besoins de type d'établissement, de type de support, de type d'investissement. Donc, d'abord, un regard prospectif pour savoir où on en est. Je vous rappelle que la courbe des 85 ans et plus explose à partir de 2030. On a encore quelques années pour essayer d'avoir une programmation cohérente. 2. La deuxième chose, c'est, effectivement, tu l'as évoqué, la question de l'EHPAD du futur, l'EHPAD de demain, enfin, comme on veut. 90% des EHPAD de 2030 existent déjà en 2024. Il n'y a pas une génération d'EHPAD qui va sortir de terre, là, dans les mois qui arrivent. Donc, les EHPAD que vous gérez aujourd'hui, a priori, ils seront toujours existants en 2030. Donc l'EHPAD du futur, c'est comment on transforme l'EHPAD d'aujourd'hui. Et donc ça, il faudrait un véritable chantier, une véritable réflexion, parce que c'est évidemment une question architecturale. Il est fort probable que demain, il y ait une distribution un peu différente entre les parties privatives et les parties mutualisées dans un EHPAD. On a beaucoup privilégié les parties communes. Peut-être qu'aujourd'hui, on privilégiera dans le balancement les parties privatives. Comment fait-on pour lutter du contraire contre ce small is beautiful? On adore l'habitat inclusif. À l'époque, on avait des unités de vie de 14. Vous voyez, je vais vous rappeler, pour des raisons de normes incendie, je crois, il y a une vingtaine d'années. Eh bien là, il faut recréer cet habitat inclusif dans l'EHPAD. Le 3e point, Luc, parce que je voudrais faire réagir... Comment on le fait? Et puis le tout dernier point, c'est évidemment la tarification. Et je dis juste une phrase là-dessus. Regardez comment on est en train de faire. On n'a pas pensé une réforme globale de la tarification. C'est le hasard total qui fait qu'on fait la fusion soins-dépendance, réforme qui est majeure, hein, bon. Et qu'au même moment, on a l'article, je ne sais plus combien, de la loi Bien vieillir sur l'aide sociale. Donc on se dessine une espèce de réforme de la tarification qui ne dit pas son nom. Ça mériterait là aussi de faire un point d'arrêt et de se dire qu'au lieu de bidouiller en mettant chaque pièce du puzzle, on essaye de prendre un peu de recul et se dire que 25 ans après, il est temps, là aussi, de revoir totalement le système de tarification. On commence par le faire par petits bouts. Il faudra le faire de manière un peu plus globale. Merci Luc. Alors, puisque Marc Bourquin, vous avez été apostrophé, je reviens sur une des questions centrales posées par Luc Brossy. C'est quoi l'avenir? Comment projette-t-on dans l'avenir le modèle de l'accompagnement des personnes âgées?
Non, je crois que ça a été évoqué, mais l'interprétation l'interpellation de Luc est bienvenue. Je crois qu'on sait un peu quand même. On sait un peu, on a travaillé cette idée de structure plateforme, cette idée de dire, au fond, donnons aux opérateurs sur le territoire une autorisation globale. Et puis ensuite, avec les acteurs de ce territoire, voyons ce qui est hébergement permanent, temporaire, habitat partagé, services, télésoins. Tout ça, au fond, c'est déjà en germe. Non, je crois vraiment le sujet, c'est vraiment une question de volonté politique. Et on y était presque. On y était presque. On avait commencé à travailler avec les différentes fédérations sur un protocole d'accord, alors qui portait sur les emplois, mais qui portait aussi sur l'organisation. On commençait à travailler aussi sur les sujets d'investissement. Et cette loi de programmation, je rappelle qu'elle a été actée par la Première ministre Elisabeth Borne. Ça paraît déjà il y a un siècle. Mais c'était fin 2023. Il y a même un rendez-vous qui avait été fixé à la mutualité à Paris avec les élus nationaux, locaux, les fédérations. Et puis badaboum. Et pourquoi badaboum? Parce qu'il y a des gens qui, au moment du remaniement, ont dit « Ah mais non, mais on ne peut pas. Il n'y a pas d'argent. » Parce qu'il y a une incompréhension au plus haut sommet de l'État, il faut le dire, sur le fait que cette projection dans le futur d'une réalité... Tous les discours publics nous disent « Ah ben oui, mais il y a une transition démographique, le nombre de personnes de plus de 80 ans va doubler. » Et après, on tourne la page et on n'en parle plus. Et Luc l'a dit, dans cette campagne électorale, c'est le silence sur ce sujet est hallucinant. D'un bout à l'autre de l'échiquier politique, on trouve des 50 et des 100 milliards d'un seul coup. Bon, je ne sais pas si on les a. Bon. Mais nous, on en demande battant. On dit simplement qu'il faut se projeter sur les années qui viennent de manière à pouvoir organiser la montée en puissance qualitative, c'est-à-dire cette espèce de plateforme au service des personnes, mais aussi quantitative, parce qu'il y aura effectivement beaucoup plus de personnes à accueillir. C'est vraiment une question de volonté politique. Les outils existent. Il faut maintenant que les acteurs qui seront en capacité aux affaires dans les mois qui viennent, eh bien, il faudra vraiment qu'enfin on fasse ce pas de dire on ne peut pas éteindre la lumière devant la transition démographique. Voilà, ça concerne évidemment tous les Français, c'est ça ce paradoxe, ça concerne tous les Français, et pourtant, malheureusement, ça n'est pas dans le débat public, y compris dans un moment aussi central que celui que nous connaissons. Madame Emery. Oui, merci. Je crois aussi profondément que, comme ça a été dit à la table ronde précédente, la réalité se trouve au plus près des territoires. Et on n'a pas une réponse normée qui viendrait d'en bas. Et quand on parle de tous unis face à la crise, les réponses, elles ne peuvent pas être uniquement dans les mains de fédérations, associations qui sont hyper techno, hyper techniques, hyper spécialistes. Comme l'a écrit un certain Luc Broussier dans un rapport qui date maintenant, l'adaptation de la société au vieillissement, c'est tous unis dans des contrats de territoire, dans un lien contractuel où effectivement les élus locaux, le conseil régional pour ce qui est de la formation, l'ensemble des acteurs économiques sont mobilisés sur les territoires au service du vieillissement. Donc il n'y a pas une réponse et il y a des effets de mode aussi. Là on parle de plateforme de services, demain ce sera autre chose. Il y a vraiment des réalités très différentes, mais je crois que les acteurs sont tout à fait prêts à se mobiliser. On en appelle toujours à la loi pour paradoxalement regretter qu'il y ait trop de normes, trop de législation dans le secteur. Donc effectivement, c'est libérer l'énergie, donner un lien de confiance et contractuel sur les territoires avec des objectifs. Et je pense que voilà, c'est recréer cette dynamique sans forcément contraindre et sans avoir une réponse normée descendante qui viendrait d'en bas. Vous dites tous unis. Quelles évolutions et quelle entente entre les secteurs publics et privés attendez-vous pour que le secteur se transforme encore plus ?
Je crois que dans la réalité des territoires, les regroupements, les rapprochements se font. Enfin, je pense que, par exemple, j'ai en tête la Fondation Bellan qui a des CRT qui regroupent des SIAD publics, des SIAD privés, des établissements privés solidaires. Bon, la réforme des services autonomie se met en place dans la douleur, notamment sur certains départements avec des services privés et des SIAD, mais on va s'ajuster. Les regroupements sont déjà à l'œuvre. Alors après, il ne faut pas nier qu'effectivement c'est aussi un secteur concurrentiel et que la stratégie de groupe, qu'elle soit publique ou privée, elle n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Alors, réaction peut-être de Jean-Christophe et de Madame Schibler sur ce que Luc a exposé il y a un instant. Oui, il marche, Jean-Christophe. Peut-être que tu es notre futur ministre. Mais on souhaite que tu restes longtemps, par contre, hein, qu'on puisse bosser longtemps avec toi. Non, moi, je voudrais plutôt qu'on parle aussi d'attractivité des métiers. Hein. Donc, dans mon discours, j'ai fait référence aux 400 000 postes à horizon 2030. On a déjà du mal aujourd'hui à recruter sur le parc existant. On a du mal à fidéliser, on a du mal à motiver. Et je ne vois pas, en tout cas, en l'état actuel des choses, comment nous allons pouvoir recruter, fidéliser et amener de nouveaux talents, et notamment 400 000 nouveaux talents dans notre secteur. Et donc, voilà, sans parler de finances, sans parler de rémunération, sans parler de choc d'application de l'avenant 33, nous, on a des idées simples, monsieur le ministre, monsieur le futur ministre. Donc, simplification des process de formation, la VAE. La VAE, c'est un outil qui permet de former massivement les agents qui sont en poste dans nos établissements, qui sont déjà en poste, qui fonctionnent, qui sont habitués à travailler au sein des établissements, qui sont engagés. Le problème des jurys VAE, c'est qu'ils se réunissent pas assez souvent, à notre goût, et donc ces jurys sont pris d'assaut, et les dossiers ne sont pas instruits suffisamment rapidement. Donc on souhaiterait que le nombre de jurys de VAE soit augmenté, parce qu'on pense que c'est une solution qui permettrait de former rapidement et de qualifier rapidement des salariés. D'ailleurs, nos adhérents, hein, des directeurs, des gestionnaires sont prêts à s'engager dans les jurys de VAE hein, pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient en capacité d'étudier les dossiers. Et on a aussi un sujet de pénibilité, hein, pour être un peu original. Hein, donc on pense qu'il faut retravailler le contour du périmètre des forfaits soins. Monsieur Dujol, on en parle régulièrement. On sait que dans nos établissements, le personnel soignant est confronté à une surcharge administrative qui génère du stress et qui les déporte en permanence du chevet des résidents, des patients, et c'est fort regrettable. Et donc on souhaiterait qu'un certain nombre d'intervenants, comme des secrétaires médicales, des préparateurs en pharmacie, puissent intervenir dans le périmètre des forfaits soins, qui ne coûterait pas d'ailleurs plus cher à l'assurance maladie, hein, puisque ce serait à budget constant, mais ça aurait un double effet. L'effet d'abord de créer de l'emploi, puisque ce sont des personnes qui demandent de l'emploi, et on en a énormément dans les agences on a énormément de demandeurs d'emploi dans ce type d'agence hein, qui sont susceptibles d'être recrutés, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça permettrait d'alléger la charge administrative de nos personnels pour pouvoir leur permettre de se consacrer aux résidents et à l'accompagnement des résidents. Voilà, donc ça c'est deux idées qu'on a et qui sont des idées qui ne coûteraient pas cher, pas du tout cher à la collectivité publique. Madame Schibler, l'emploi c'est un vrai sujet pour vous aussi hein. Un vrai sujet. Alors vous savez qu'on est tous dans le même OPCO au niveau des fédérations privées hein, qui sont présentes, et puis au-delà, puisqu'il y en a 9. Et en fait, on est confronté tous les jours à des embûches, des difficultés, des contradictions, des revirements. Donc, par exemple, on nous a promis, hein, au niveau de l'OPCO Santé, donc pour l'ensemble des fédérations qui participent, 55 millions d'euros au titre du plan de relance pour former et accélérer l'effort de formation. Eh bien, ça, c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis maintenant, c'est remis en question. Donc, on est en permanence, alors qu'on est un gisement d'emploi, comme l'a dit Jean-Christophe, alors qu'en plus, on a un emploi qui porteur de valeur. En fait, on est confronté à des difficultés qui ont été liées
à la réforme de la formation de 2018 et ses conséquences. Et puis aujourd'hui encore, on est régulièrement secoué par des remises en cause sur le coût de nos formations, le coût des formations dans les IFSI, les coûts de prise en charge. On a des problèmes sur la VE, on a des problèmes sur l'évolution des professions réglementées. Et donc on voit qu'on n'est pas vraiment encore dans le rapport total de confiance que Luc, vous appeliez tout à l'heure de vos voeux, parce qu'on a beaucoup de mal à avancer sur ces questions emploi-formation, alors que paradoxalement, à côté de ça, il y a une volonté de plein emploi, et que nos emplois, ils sont dans les territoires, au plus près des citoyens, de leurs familles, avec des véritables opportunités de carrière. Donc c'est vrai qu'au sein de l'OPCO et au sein de chacune de nos fédérations, et je pense qu'on est tous unis là-dessus, y compris bien sûr avec nos collègues du public, on voudrait bien qu'enfin un gouvernement s'empare de cette question emploi, formation en santé, attractivité en santé, avec l'ensemble des éléments qu'il faut regarder. Et on l'a dit, on l'a écrit à plusieurs reprises, avec d'ailleurs l'ensemble des fédérations. Donc, la dernière fois, c'était il y a 2 ans, à l'occasion de la conclusion du protocole État-région. On est prêt à prendre des engagements en termes, tu le disais tout à l'heure, donc pour envoyer des personnes dans les jurys de VAE, pour accueillir plus de stagiaires, pour garantir la qualité de tutorat et aussi pour embaucher en CDI et pas simplement donc former sans avoir des perspectives de carrière et avoir des parcours professionnels. Donc on est prêt pour ça et on est tous unis, je pense, sur ces questions-là. Allez, on va accueillir à présent notre grand témoin, plusieurs fois interpellé par Jean-Christophe. Je vais demander à Jean-Benoît Dujol, le directeur général de la cohésion sociale, de nous rejoindre. Monsieur Dujol, bonjour, bienvenue, installez-vous. Bonjour, merci. Alors, avant que je ne vous pose des questions, peut-être avez-vous simplement envie de réagir à des choses qui ont été dites au cours de cette table ronde et qui vous concernaient? Mais beaucoup de choses ont été dites. J'étais interpellé assez directement sur la situation. Malheureusement, j'arrive pas avec toutes les réponses, mais je suis très heureux de partager quelques réflexions avec vous ce matin. Et je trouve intéressant d'avoir fait cohabiter sur cette table ronde l'ensemble des parties prenantes de manière intersectorielle, alors qu'évidemment, on est ici au congrès du CINERPA, mais ce dialogue entre les secteurs me semble emblématique de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire mieux coopérer demain pour répondre aux défis du vieillissement qui, ça a été dit, sont évidemment considérables, sont appelés évidemment à croître dans le futur. Un mot peut-être sur le diagnostic, parce que ça a été dit, mais je voudrais peut-être le redire, parce que je voudrais aussi exprimer le fait qu'on est conscient du côté de l'état de cette situation et qu'on partage les éléments de diagnostic qui ont été portés à la connaissance de tous. C'est la fameuse triple, quadruple ou quintuple, je ne sais pas, crise que traverse le secteur, la crise de réputation, la crise sanitaire, la crise de l'inflation qui aboutit aujourd'hui, et depuis maintenant 2 ans en particulier, à une situation financière très dégradée dans l'ensemble des EHPAD. Et pour le coup, au-delà des enquêtes qui ont pu être faites par les uns par les autres, nous, ce qu'on a fait avec la CNSA, c'est qu'on a exploité les ERRD, on n'apprend pas ce que c'est, qui ont été déposés dans les dernières semaines, et ceux qui portent sur l'année dernière. On a regardé l'évolution entre 2020 et 2023 de la situation des EHPAD, avec un indicateur simple, c'est quelle est la proportion d'EHPAD en déficit. On est passé d'une situation où on avait un gros quart, 27% des EHPAD en déficit en 2019-2020, à une situation où 2/3 des EHPAD sont en déficit en 2023. Et sont un peu plus parce que l'échantillon n'était pas tout à fait exhaustif, parce qu'on n'avait pas encore les retours de tous les secteurs. Donc en réalité, on est dans une situation qui est grave. Et pour autant, il me semble qu'on a essayé de mettre en place un certain nombre de solutions. Alors peut-être qu'on l'a fait à bas bruit. Peut-être qu'il n'y a pas, en tout cas ça nous a été dit, de plan d'ensemble, de stratégie. Je pense quand même qu'il y a une cohérence dans ce qu'on essaye de faire, notamment sur la dimension tarif et gouvernance, parce qu'en réalité, ce sont 2 faces d'une même pièce. Quand on parle de réforme du financement, on travaille, en fait, c'est une réforme de la gouvernance. Et ce qui est fait, ce sont 2 mesures très importantes sur la fusion des sections et sur la modulation tarifaire, ou la libéralisation tarifaire, je ne sais pas comment le dire, pour les places habilitées à l'aide sociale. C'est quand même 2 réponses très fortes, parce que quand on regarde les causes, j'ai parlé des causes macro, en quelque sorte, de la situation des EHPAD, mais quand on regarde de manière microéconomique où sont les difficultés dans le financement de l'EHPAD, on voit bien qu'on a un sujet sur la section hébergement, avec des tarifs de l'aide sociale qui sont trop bas, et qu'on a aussi
me tourne vers M. Richefou, je ne sais pas s'il est encore là, un sujet sur l'évolution de la valeur du point GIR avec des sections autonomie qui sont, sans doute pas en Mayenne, mais ailleurs, souvent en déficit. Alors je ne dis pas qu'on a tout fait bien sur la section soins, ce serait évidemment très, très prétentieux, mais les taux d'actualisation, même les taux d'évolution de l'Ondam médico-social ont quand même été de l'ordre de 4-5% depuis plusieurs années. On a, on l'a dit, une circulaire budgétaire numéro 1 cette année avec une évaluation de la valeur du point soin à 3%, ce qui est en montant, ça a été dit, inédit. Donc on a essayé malgré tout de réunir les conditions pour aider les EHPAD à franchir cette difficulté qui est à la fois une difficulté conjoncturelle, mais aussi, ça a été dit, structurelle avec un modèle économique qui est sans doute un peu au bout d'une histoire. Alors, vous dites que la situation est grave. Est-ce qu'il y a tout de même aujourd'hui des éléments positifs? Les éléments positifs, je crois que c'est l'engagement des équipes. Alors, je vais dire, d'abord, il y a des éléments positifs sur, malgré tout, la sortie de crise qui pourrait s'esquisser. Quand on regarde des indicateurs assez simples, comme le taux d'occupation, malgré tout, pas partout, pas chez tout le monde, mais ça remonte. Ça remonte, me semble-t-il. Et donc, alors évidemment, on est sur une industrie, en quelque sorte, où tant qu'on n'est pas très haut, ça a été dit par l'intervenant sur la première table ronde, évidemment, on est dans la difficulté. C'est pour ça que, indépendamment de l'évolution de tel ou tel indicateur, le vrai ressort, c'est la transformation. C'est pour ça que j'évoquais des réformes financières et de gouvernance, notamment l'intervention, je crois, qu'on veut chirurgicale sur l'ensemble des sections qui, de mon point de vue, posent problème, d'où la fusion des sections et d'où la modulation tarifaire pour ceux qui sont évidemment habilités à l'aide sociale. Et ce point qui a été abordé à plusieurs reprises, là je voudrais aussi dire à M. Amorantinis qu'on y souscrit tout à fait et qu'on est d'accord pour regarder. Une fois qu'on a simplifié l'architecture de financement en réfléchissant au nombre de sections, on peut réfléchir à l'imputation des charges entre les sections. Et ça, c'est un sujet tout à fait pertinent. On a commencé à le faire avec la loi Bien Vieillir. Et dans la loi Bien Vieillir, il y a des dispositions qui portent sur l'imputation sur la section soins de dépenses de prévention, en particulier des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on pourra faire demain. C'est une façon de dire qu'on a vocation, je crois, on a des niveaux de prix, quand ils sont libres, qui sont malgré tout très élevés, à alléger aussi la section hébergement, d'un certain nombre de dépenses qui, en réalité, concourent à la prise en charge et concourent à la prise en soin et ont sans doute vocation, dans une certaine mesure en tout cas, à être socialisées. On profite pour faire la promotion de la loi Bien Vieillir. On a beaucoup critiqué cette loi en faisant appel à une loi grand âge. Alors, c'est pas la loi grand âge dont on rêvait, c'est peut-être la loi grand âge qu'on mérite. En tout cas, c'est le grand âge qu'on a. Et quand on regarde c'est mieux que rien, en gros. C'est mieux que rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses très concrètes et très utiles dans cette loi, des choses dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Je parle en particulier, j'ai parlé de prévention, mais il y a la généralisation du programme ICOP, par exemple, dans la loi Grand Âge, lapsus révélateur, dans la loi Bien Vieillir. De quoi s'agit-il? C'est un programme de prévention de l'OMS qui a vocation à interroger de manière un peu systématique l'ensemble des populations qui arrivent à l'âge de un peu avant la perte d'autonomie, pour essayer de mesurer de façon précoce la perte d'autonomie et de déboucher sur la prise en charge. On sait aujourd'hui que si on anticipe au maximum cette prise en charge, cette prise en soin des personnes, on peut détecter des fragilités et éviter la dégradation et la décompensation des personnes, et retarder notamment l'entrée en EHPAD, parce qu'on parle, et c'est normal, beaucoup des EHPAD aujourd'hui, mais une partie des solutions vient aussi de la prise en charge à domicile. Je rappelle, quand on regarde la trajectoire financière de la branche, en réalité, on crée assez peu de places d'EHPAD dans le futur. Ça a été dit, les EHPAD du demain, ils sont déjà construits. On ne va pas en construire, en tout cas à date, modulo un changement, toujours possible, d'orientation. Et on critique parfois l'expression virage domiciliaire. Ça a au moins une vérité qui est certaine, c'est que c'est au domicile que seront accueillis demain les personnes en perte d'autonomie dont on nous promet, et c'est une certitude, l'explosion du nombre. Ça veut dire que pour vous, il ne faut pas plus d'EHPAD? Non, je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas prévu de faire plus d'EHPAD. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas plus, ou qu'il n'en faudrait pas plus. Je regarde aujourd'hui, quand on regarde les projections, quand on regarde ce qu'on a mis, nous, notamment les financiers, la sécurité sociale, dans la trajectoire, il y a création de quelques milliers de places chaque année. Et donc, sans commune mesure, avec les plusieurs centaines de milliers de personnes en perte d'autonomie qu'il faudra accueillir demain, notamment à partir de 2030. C'était très juste ce que disait, comme souvent, Luc Brossy. Il est minimum le quart, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a encore quelques années pour se préparer à la vraie transition démographique qui commence en 2030 avec l'arrivée à l'âge du grand âge
des fameuses générations du baby-boom. Parce que les cohortes nombreuses nées en 45, elles auront 85 ans en 2030. Et c'est à partir de 2030, jusqu'en 2040 et au-delà, d'ailleurs jusqu'en 2050, qu'on assiste à la vraie transition démographique. Donc on a encore quelques années utiles pour se préparer d'ici la fin de la décennie, en quelque sorte. Et ça peut vouloir dire, moi je pense que ce serait souhaitable, qu'on crée plus de places d'EHPAD. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est pas ce qui est prévu à court terme, mais ça veut dire que mécaniquement, et compte tenu des chiffres dont il faut mesurer l'ampleur qu'on discute aujourd'hui, une grande partie de l'effort portera sur le domicile. Raison pour laquelle aussi, depuis quelques années, nous nous sommes mobilisés du côté des pouvoirs publics, en lien évidemment avec les départements, pour essayer d'apporter des réponses. C'est le tarif plancher, c'est la dotation de qualité, c'est la réforme de la tarification des SIAD, c'est la création de 27 000 places de SIAD d'ici la fin de la décennie, et c'est la réforme aussi des services d'autonomie à domicile, l'aide et le soin, des sujets qui ont été aussi abordés tout à l'heure. Jean-Benoît Dujol, merci infiniment d'avoir été notre grand témoin. Merci, messieurs, mesdames, je vous laisse regagner la salle, si vous le voulez bien. Luc Brossy, Christine Schibler, Marc Bourquin et Élodie Emery, merci infiniment.